Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Bleu de Prusse de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Avril 1939. « Il était grand temps qu'ils viennent vous arrêter, Gunther », lança une voix cassante venue d'en haut. « Il n'y a pas de place pour les rouges de votre espèce dans la police de cette ville. » En levant les yeux, je vis une silhouette familière en uniforme descendre le grand escalier de pierre, telle une invitée retardataire au bal du Führer. Mais si Heidi Robin avait possédé une pantoufle de verre, elle l'aurait retirée pour me planter le talon dans l'œil. Les femmes étaient rares dans la police berlinoise. On y comptait Elfriede Dinger, qui épousa Ernst Genat peu de temps avant qu'il meure, puis le préfet Heidi Robin, surnommée l'horrible Heidi, non parce qu'elle était laide, en fait c'était une vraie beauté, mais parce qu'elle prenait plaisir à mener les hommes à la baguette de manière impitoyable. L'un d'eux, au moins, devait aimer ça, car j'ai appris par la suite que Heidi était la maîtresse du chef de la Kripo, Arthur Nebbe. Les femmes dominatrices, une perversion que je n'ai jamais comprise. « J'espère que vous le conduisez directement à Dachau », dit Heidi aux deux hommes de la Gestapo qui m'escortaient dans l'escalier de derrière, vers la sortie du Présidium sur Dirksenstrasse. Elle était accompagnée d'un jeune et ambitieux conseiller du tribunal d'instance nommé Max Merten. Il ne mérite pas autre chose. Depuis que Hitler était devenu chancelier, en janvier 1933, je n'étais plus en odeur de sainteté à l'Alex. Bernhard Weiss ayant été chassé de la Kripo parce qu'il était juif, les membres de sa brigade étaient inévitablement regardés d'un œil méfiant par nos nouveaux chefs nazis, surtout si, comme moi, ils soutenaient le SPD, un parti de centre-gauche. Quoi qu'il en soit, l'erreur de Heidi était facilement excusable, car même si les hommes de la Gestapo faisaient un effort pour m'emmener poliment, ou presque, à leur quartier général, sur l'ordre de Reinhard Heydrich, ils se débrouillaient malgré tout pour donner l'apparence de deux policiers qui effectuent une arrestation. Mais Heidi ignorait la vérité, et elle continuait à s'imaginer à tort que l'on me conduisait derrière les barreaux. Si l'on pense qu'elle était censée être préfet, elle ne se montrait pas très observatrice. Savourant par avance son imminente déception, je m'arrêtai et portai la main à mon chapeau. « C'est très aimable à vous, madame. » Elle plissa les yeux et me toisa comme si j'étais des toilettes sales. Max Merten ôta son chapeau melon avec courtoisie. « Vous êtes un fauteur de troubles, Gunther, » dit Heidi. « Vous l'avez toujours été, avec vos petites remarques spirituelles. » Franchement, je ne comprends pas pourquoi Heydrich et Nebbe ont jugé bon de vous reprendre ici. Il faut bien quelqu'un pour réfléchir, maintenant que les chiens policiers ont été renvoyés. Merten sourit. C'était une plaisanterie que j'avais entendue dans sa bouche à diverses occasions. Voilà exactement le genre de remarques dont je parle, et qui font que personne ne vous regrettera. Je m'adressai à un des agents de la Gestapo. « Vous voulez bien annoncer la bonne nouvelle au préfet, ou dois-je m'en charger ?» Le commissaire Gunther n'est pas vraiment en état d'arrestation, dit-il. Je souris. Vous avez entendu? Comment ça, pas vraiment? Le général Heydrich l'a convoqué dans son bureau de Prinz-Albrecht-Strasse pour une réunion urgente. Heidi se décomposa. À quel sujet? Demanda-t-elle. Je crains de ne pouvoir vous le dire, répondit le gestapiste. Si vous voulez bien nous excuser, madame le préfet, nous n'avons pas le temps de discuter. Le général n'aime pas qu'on le fasse attendre. C'est exact, ajoutai-je en regardant et en tapotant ma montre avec impatience. Nous n'avons vraiment pas de temps à perdre. Je dois assister à une réunion urgente, avec le général.
Plus tard, peut-être, si j'ai le temps, je ferai un saut dans votre bureau pour vous dire sur quel sujet il souhaitait me consulter, mais seulement si Heydrich juge que c'est approprié. Vous savez qu'il est très à cheval sur les questions de sécurité et de confidentialité. Mais peut-être pas. Il ne met pas tout le monde dans la confidence. Au fait, Fräulein Hobin, où se trouve votre bureau? J'ai oublié. Les deux gestapistes se regardèrent et essayèrent sans succès de réprimer un sourire. Malgré toutes les preuves du contraire, ils avaient le sens de l'humour. Mais un humour noir. Et c'était le genre de plaisanterie que chaque nazi, obsédé par le pouvoir, c'est-à-dire tous ou presque, pouvait comprendre et apprécier. Max Merten, le jeune magistrat, il ne devait pas avoir plus de 30 ans, faisait encore plus d'efforts pour ne pas sourire. Je lui adressai un clin d'œil. J'aimais bien Max. Il venait de Berlin-Lichterfeld et, à une époque, il avait envisagé de faire carrière dans la police, jusqu'à ce que je l'en dissuade. Pendant ce temps, Heidi Hobin, les poings serrés dans un geste qui symbolisait sa personnalité pugnace, tourna brusquement les talons et remonta l'escalier. Devinant que mon hilarité ne ferait qu'attiser sa colère, je laissai échapper un grand éclat de rire et me réjouis d'entendre mon escorte en faire autant. « Ça doit être chouette de travailler pour Heydrich », dit l'un des deux gestapistes en me tapant dans le dos pour me féliciter. « Oui », renchérit son collègue. « Même les chefs doivent faire gaffe avec vous, hein? Vous pouvez les envoyer sur les roses, pas vrai ?» Je répondis par un sourire gêné et les suivis vers la porte qui donnait sur l'Alex. Je n'aurais jamais qualifié d'ami le chef de la sécurité du Reich. Les hommes tels que Heydrich n'avaient pas d'amis. Ils avaient des bureaucrates sous leurs ordres et parfois des myrmidons comme moi, car j'étais certain que Heydrich me réservait encore un sale boulot dont il pensait que seul Bernhard Gunther pouvait l'exécuter. Personne en Allemagne n'avait jamais dû se montrer aussi prudent que les anciens membres du SPD qui travaillaient désormais pour Heydrich. Surtout maintenant que la récente invasion de ce qui restait de la Tchécoslovaquie rendait une nouvelle guerre quasiment inéluctable. Une fois dans Dirksenstrasse, j'allumai ma dernière cigarette et m'empressai de monter à l'arrière de la Mercedes qui nous attendait. La matinée était glaciale à cause d'une chute de neige de printemps, mais il faisait bon dans la voiture. Et tant mieux, car j'avais oublié mon manteau, signe de l'urgence de la convocation. J'étais assis dans mon bureau d'angle à regarder par la fenêtre ce décor de train électrique qu'est Alexanderplatz, et l'instant d'après, sans explication, c'était inutile, je me retrouvais à l'arrière de cette voiture qui roulait vers l'ouest sur Unter den Linden, en répétant une tirade qui me permettrait peut-être de me soustraire à la mission qui m'attendait. J'étais un peu trop scrupuleux et ergoteur pour faire un bon myrmidon. Toute intransigeance serait vaine, évidemment. À l'instar d'Achille, le général n'était pas quelqu'un qui se laissait détourner de son objectif. Autant essayer de contrer le javelot d'un héros grec avec une assiette en porcelaine de Saxe. Unter den Linden était encombré de voitures et de passants. Il y avait même des véhicules garés devant les bâtiments gouvernementaux de Wilhelmstrasse, mais Prinz-Albrecht-Strasse restait la rue la plus calme de Berlin, pour la même raison qui incitait les Transylvaniens sensés à éviter les coins reculés des Carpates. Comme le château de Dracula, le 8 Prinz-Albrecht-Strasse abritait son prince des ténèbres au visage pâle, et chaque fois que j'approchais de l'entrée néo-baroque, je ne pouvais m'empêcher de penser que les deux femmes nues qui ornaient le fronton cintré segmenté étaient en réalité deux sœurs vampires mariées à Heydrich et qui, la nuit, erraient à travers les lieux en quête de vêtements et d'un bon repas. L'intérieur de l'immense bâtiment, tout en très grandes fenêtres, plafonds voûtés, balustrades de pierre, svastikas, bustes de l'Antéchrist, était dépourvu de meubles et de sentiments humains. Quelques bancs de bois étaient disposés le long des murs blancs et nus, comme dans une gare, et l'on n'entendait que des murmures, des pas pressés dans les couloirs au sol de marbre, et parfois l'écho d'une porte qui violemment se refermait sur l'espoir
dans quelque coin reculé de l'éternité. Seul Dante et peut-être Virgile auraient pu pénétrer dans ce lieu d'infortune sans se demander s'ils en sortiraient un jour. Situé au premier étage, le bureau de Heydrich n'était guère plus grand que mon appartement. Un espace imposant, d'une blancheur et d'une sobriété glaciale, impeccablement rangé, plus une place d'armes qu'un bureau, sans touche personnelle apparente, qui avait le mérite de donner une image propre, immaculée du nazisme, mais qui, à mes yeux, symbolisait le vide moral niché au cœur de la Nouvelle-Allemagne. Une épaisse moquette grise couvrait le parquet ciré. Il y avait des colonnes moulées, plusieurs hautes fenêtres et un bureau à cylindre fait sur mesure qui abritait un régiment de tampons et un standard téléphonique. Derrière le meuble se découpaient 2 grandes portes à double battant et entre les deux une bibliothèque clairsemée sur laquelle était posé un bocal à poisson vide. Juste au-dessus, une photo encadrée de Himmler, un peu comme si le Reichsführer SS à lunettes était lui-même une étrange créature vivant à la fois dans l'eau et au dehors, un reptile, autrement dit. Devant une immense carte de l'Allemagne fixée au mur étaient disposés des canapés et des fauteuils en cuir, et c'est assis dans l'un d'eux que je vis le général, en compagnie de 3 autres officiers, son aide de camp Hans-Hendrik Neumann, le chef de la Kripo Arthur Neb et l'adjoint de celui-ci, Paul Werner, un procureur de Heidelberg à l'air renfrogné qui me haïssait tout autant que Heidi Robin. Heydrich et Neb possédaient l'un et l'autre un profil prononcé, mais alors que celui du général aurait pu figurer sur un billet de banque, celui d'Arthur Nebe avait davantage sa place chez un prêteur sur gage. Les experts raciaux du parti nazi aimaient utiliser des compas pour mesurer le nez et déterminer scientifiquement le degré de judéité, et je n'étais pas le seul flic de l'Alex à me demander si cet homme s'était soumis à ce test, et si oui, quel en avait été le résultat. Quant à Hans-Hendrik Neumann, il ressemblait à un Heydrich au rabais. Avec ses cheveux blonds et son front haut, il possédait un nez intéressant, pointu, mais qui avait encore besoin de grandir, avant de pouvoir rivaliser avec le tarin crochu de son maître. Personne ne se leva, et personne, à part moi, ne fit le salut hitlérien, ce que Neb dut particulièrement apprécier, étant donné que nous nous connaissions et nous méfions l'un de l'autre depuis si longtemps. Comme toujours, j'avais l'impression d'être un hypocrite en faisant ce salut, mais l'hypocrisie a un bon côté, ce que Darwin ou l'un de ses premiers disciples appellerait l'instinct de survie. « Ah, vous voilà enfin, Gunther, dit Heydrich. Asseyez-vous, je vous en prie. » « Merci. Permettez-moi de vous dire, mon général, que c'est un grand plaisir de vous revoir. Nos petites conversations me manquaient. » Heydrich me gratifia d'un large sourire. Il appréciait presque mon insolence. « Messieurs, dit-il, j'avoue qu'il m'arrive de croire à une providence qui protège les simples d'esprit, les ivrognes, les enfants et Bernhard Gunther.